Savez-vous ce que c'est que le syndrome de l'escalier? Non? Pas de problème, je vais vous l'expliquer quand même. Imaginons un peu que vous sortiez d'une entrevue avec le patron d'une entreprise, celle où vous rêviez de travailler depuis que vous avez perdu votre première dent de lait, et qu'à peine l'entrevue terminée, vous vous rappelez dans l'escalier que pendant toute l'entrevue, vous aviez gardé les chewing-gums dans votre bouche. Et c'est là que vous commencez à vous taper la tête contre le mur parce que vous savez que votre avenir est irrémédiablement foutu. Ou encore, lorsque dans une soirée une dispute éclate et votre adversaire vous cloue le bec, et après coup, chez vous plus tard, vous regrettez de ne pas avoir dit les mots qu'il fallait pour lui clouer le bec le premier. Personnellement, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu à regretter quoi que ce soit, sauf en ce jour mémorable que je ne me rappelle pas sans rougir de honte comme une pivoine ou une jeune mariée. Ce jour où j'ai mangé Ramadan. Peu importe, je vais quand même vous le raconter. En ce jour-là, je venais de fêter mes 25 ans, un quart de siècle déjà, et c'était ma première année dans l'enseignement. C'était aussi le premier jour de Ramadan, un samedi. Je m'étais réveillé avec les poules très tôt. J'étais très excité. Un ami à moi, enseignant lui aussi, m'avait branché sur un cours particulier avec l'enfant d'une famille qui résidait dans un quartier résidentiel de Casablanca. Moi qui gagnais à l'époque une misère et qui avait constamment les poches comme une passoire, j'avais vu cela comme une aubaine et un cadeau du ciel. Je me voyais déjà riche et je commençais déjà à bâtir mes châteaux en Espagne. Donc à 9 heures tapantes, j'arrive chez cette famille dont je tairai le nom par souci de sécurité personnelle, parce que jusqu'à cet instant où je vous parle, je suis absolument certain que cette famille me recherche encore. J'arrive donc et dès le premier pas, de la porte extérieure jusqu'à l'intérieur de la maison, je vais passer par une série d'épisodes de honte, d'humiliation et de mépris. Et je dois vous avouer que ma tenue, pêchée dans les placards de mon frère et de mon père, y était pour beaucoup. La chemise et le pantalon étaient à mon frère et étaient trop larges pour moi. Les chaussures, elles, étaient à mon père et étaient plus petites, par contre, d'un chiffre pour mes pieds. Le seul vêtement qui m'appartenait en propre était mon slip. Je n'ai pas besoin évidemment de dire que jusqu'à maintenant, mon père et mon frère ont toujours été dans l'ignorance de cet emprunt vestimentaire secret et clandestin. Donc j'arrive et je sonne. Immédiatement, je reçois mes deux premières humiliations. La première, c'est quand le chien de garde, un Doberman monstrueux, me souhaite la bienvenue en me mordant le bas du pantalon. La deuxième humiliation, c'est quand son maître, un autre chien de garde dans son genre, me regarde avec mépris, de haut en bas, comme s'il avait eu l'intention de me peindre avec ses yeux. Je le comprends. Avec mes vêtements de clown, je devais avoir l'air d'un clochard ou d'un criminel. Je suis mort, me dis-je en moi-même, à cause du chien. Je me voyais déjà en pièces détachées dans son ventre. Et je me dis aussi que si je survis à ce clébard enragé, mon père allait m'assassiner de toute façon, à cause de ces chaussures que cette espèce de tronçonneuse à poils avait grignotées. Bonjour, je viens pour le cours particulier, dis-je à l'agent de sécurité en essayant en vain de donner un peu d'assurance à ma voix qui tremblait. C'est vous, l'oustad, me répond-il en reniflant comme son chien, de la même manière horrifié
qu'il aurait dit «Oh, mon Dieu!» et il m'ouvre la porte. Je pense qu'il s'attendait à la visite du roi. Je sens encore ses regards qui me suivent et me transpercent le dos. À l'intérieur, je sonne encore, et pour la troisième fois, je reçois une autre humiliation en bonne et due forme, lorsque la bonne m'ouvre. Bonjour, je viens pour le cours particulier, dis-je une fois de plus. La bonne, qui a l'air d'un ange gardant les portes du paradis, ou plutôt d'un démon femelle ou d'une sorcière, renifle de dégoût et me lance à la figure. C'est vous, monsieur Lousted. Et là, cette sorcière me fait passer par un interrogatoire digne d'un commissariat. Comment vous appelez-vous? Où habitez-vous? Dans quelle école vous travaillez? Combien vous gagnez? Combien de diplômes avez-vous? Êtes-vous vacciné? Combien de frères et de sœurs avez-vous? Etc. Et d'autres questions tout aussi saugrenues que déplacées dans un pareil moment et dans un pareil lieu. Un véritable Sirat Mustaqim. Bref, lorsque je remplis tous les blancs de son questionnaire oral, je suis assoiffé et je halète comme quelqu'un perdu dans un désert par une chaleur de 50 degrés. Enfin, Son Altesse la Bonne me permet d'entrer dans le paradis. Malgré tout, je justifie son comportement ignoble par les contraintes de Ramadan. La faim, la soif, la chaleur, l'âge, son diabète et son hypertension. Je me construis mentalement tout un scénario sur elle. Une fois à l'intérieur, j'aperçois une Chinoise, avec une petite fille entre 1 an et demi et 2 ans, qui a une couronne fournie de cheveux blonds qui lui font comme une mousse de savon autour de la tête. Je dis chinoise parce qu'elle ressemble à Jackie Chan et a les yeux bridés. Chez nous, tout ce qui a des yeux bridés est chinois, qu'il soit japonais, coréen ou vietnamien. Le mari de ma tante a des yeux bridés, et tout le monde l'appelle le chinois alors que c'est un pur arabe marocain de chez arabe marocain. Donc je m'approche de la chinoise, qui est la nounou. Dans ses bras, la petite fille s'avère être un petit garçon, car il était tout nu au-dessous de la ceinture. Oh, le joli bébé, il est si content, car manifestement la nounou chinoise lui avait enlevé ses couches et était en train de lui aérer son petit derrière. Lorsque le petit me voit, il commence à sourire et à me faire des signes avec ses deux mains, qu'il ouvre et ferme frénétiquement. Je lui tends mon index pour lui caresser le menton, et je regrette aussitôt mon geste, car ce petit scorpion me mord tout le doigt avec appétit, en me plantant dedans ses deux petites et uniques dents de devant. Une autre humiliation de plus. Aïe, je pense qu'ils ne le nourrissent pas assez, le misérable. Bonjour, c'est vous, monsieur Loustad? Dit une voix derrière moi. Je me retourne et je vois une version agrandie du bébé mordeur en taille XXL. Elle a les mêmes cheveux, mais elle porte des vêtements au-dessous de la ceinture et elle a toutes ses dents. C'est sa mère et la maîtresse de maison, probablement. Je suis Madame X, la maman de Y, continue-t-elle. Y, c'est mon élève, celui qui va dans pas longtemps me filer ma prochaine et ultime humiliation. Je tends la main pour lui serrer la sienne, et je ne vous cache pas que pendant une horrible seconde, j'ai cru que, comme son bébé, elle allait me manger toute la main, ou au moins me la mordre. Enchanté de vous rencontrer, madame. Enchanté de vous rencontrer aussi, dit-elle, et elle laisse ma main plantée en l'air. Elle est peut-être du genre hypocondriaque et a la phobie des microbes. Je la comprends. Après la rencontre avec le chien, je paraissais encore plus clochardesque. Même moi, je ne me serrerais pas la main.
Vous avez déjeuné où c'est? Me demande-t-elle. Pardon? Que je lui réponds. On est Ramadan et je n'en crois pas mes oreilles. Est-ce que sa montre retarde de 24 heures? Ou bien a-t-elle voulu plaisanter? Ou pire, j'ai peut-être l'air jeune de quelqu'un qui n'a pas encore enlevé toutes ses dents de lait, et pour qu'elle croie que je ne suis pas en âge de pratiquer le ramadan. Mais madame, puisque je vous dis que c'est ramadan. Peu importe, venez, je vais vous montrer mon fils, pour que vous fassiez connaissance. Il est si gentil, le pauvre chou. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre tous les deux. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas quelque chose, un café, de l'eau, peut-être? Je rêve ou elle est en train de délirer? Elle est trop bizarre, cette femme. Est-ce que des fois elle ne serait pas en train de se payer ma tête? De trois choses l'une. Soit elle est sourde, soit elle est débile, soit les deux à la fois. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont tous à m'appeler Oustad, comme si j'étais une espèce vivante à part venant d'une autre galaxie. Bon, bref, je laisse tomber et je la suis. Je m'étonne qu'elle ne m'ait pas soumis à un autre interrogatoire. Je suppose que puisque j'ai pu arriver à l'intérieur de la maison jusqu'à elle, et en un seul morceau, c'est parce que j'avais réussi l'examen de passage du chien, de l'agent de sécurité et de la bonne, et que par conséquent j'étais bon et que je faisais l'affaire. Dans les quelques secondes qui allaient suivre, j'allais faire la connaissance de Y, mon élève, et ainsi rencontrer mon destin. Lorsque nous pénétrons dans sa chambre, sa mère et moi, Y est planté devant une télé, une manette dans les mains en train de jouer à ses jeux vidéo stupides. Il ne se retourne même pas lorsque sa mère l'appelle, à cause du casque écouteur qui lui donne l'air du plus petit cosmonaute du monde. Au centième ou bien au millionième appel, il se retourne. Il n'a pas l'air content de me voir. Il avait dû deviner qui j'étais. Maman, j'ai pas envie, je suis occupé, dit-il en pleurnichant. Occupé? Oui, c'est vrai. Il est occupé à préparer le vaccin contre le sida. Sa mère commence à lui planter des bisous partout et le cajole, comme un bébé qui refuse de manger sa bouillie. Mais Lucette est là pour ton cours, supplie-t-elle. Avec un gros soupir, le petit prince accepte enfin. Sa mère sort et nous laisse. Y s'installe à son bureau, renfrogné et mécontent. Il pose sa tête sur sa main et soupire, soupire, soupire. Apparemment, il voudrait être ailleurs et faire autre chose qu'étudier. Par exemple, même le dentiste aurait été supportable. Alors, tu voudrais qu'on étudie quoi aujourd'hui? Je sais pas, me répond-il. C'est vous le prof, pas moi. Oui, je sais ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une leçon particulière que tu ne comprends pas bien? Pour toute réponse, il se lève et va prendre sur un plateau un grand bol rempli d'un liquide marron, sûrement du chocolat. Il revient et commence à le siroter, ce qui lui fait une moustache brune. Pour détendre l'atmosphère, je lui lance. Tu as une moustache? Et vous n'en avez même pas, ricane-t-il, très satisfait de son sarcasme. Je rougis sous l'effet de la vanne qu'il me lance. Je me retiens de le gifler. Je me vois en pensée lui empoigner les cheveux et lui plonger la tête dans son bol de chocolat, jusqu'à ce qu'il étouffe, ou au moins déclare forfait et s'excuse. Le cours dure 2 heures. 2 interminables heures de torture, autant pour moi que pour lui. Durant ces 2 heures, il faut compter 10 minutes de toilette, 15 minutes pour prendre un petit casse-croûte et d'autres 10 minutes de toilette. Le reste du temps, il gardait les yeux dans le vague et semblait à 1000 kilomètres de là et n'écoutait même pas mon blablatage. Et tout le temps, j'entendais ses pieds se balancer d'impatience sous le bureau. En fait, il se moquait pas mal que je le remarque, et je peux même jurer qu'il faisait tout cela, ce petit prétentieux arrogant, pour m'énerver. 2 jours après, je revins pour le deuxième cours,
qui se passa comme le premier. Soupir, chocolat, toilette, et encore soupir, et encore toilette. Avec une variante cette fois-là. Il m'avait dit qu'il voulait aller chercher un dictionnaire. 5 minutes passent, puis 10, puis 15. Je commence à penser qu'il s'est enfui ou qu'il a émigré vers un pays où je ne pourrais pas le retrouver. Ou que le gros dictionnaire de 2 tonnes en haut de la bibliothèque lui était tombé sur la tête lorsqu'il avait voulu le prendre et qu'il est mort. Agacé de l'attendre, je pars à sa recherche. En passant près de la baie de verre qui sépare le grand salon du jardin, j'entends un pépillement provenant de ce dernier, comme le cri d'un petit oiseau. Je m'approche furtivement et je trouve mon fugitif accroupi devant un poussin coloré. J'ignorais que le dictionnaire avait des plumes et pouvait pépiller, lui dis-je fièrement d'un air narquois et ironique. Loin de rougir de son mensonge éhonté de tout à l'heure pour s'esquiver et échapper à la corvée du cours, il me répond effrontément, les yeux insolents. Vous n'avez pas le droit de m'espionner. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, et je vais où je veux et quand je veux. Il n'avait même pas tremblé d'émotion. Il semblait juste énervé que j'ai découvert sa cachette secrète. Si vous le dites à ma mère, je lui dirai que vous me battez et que vous me pincez. J'en restais pantois, estomaqué. C'était un petit Hitler de 11 ans que j'avais devant moi. Il avait osé me menacer, ce petit menteur. Je savais qu'il était capable de mettre sa menace à exécution, ce qui signifiait que je pourrais dire adieu à mes cours, et j'avais fichtrement besoin de cet argent. Comme le roseau, je me pliai sous l'orage et fermai mon clapet. C'est à cet instant que je commençai à échafauder mon plan. Au cours suivant, non seulement il s'absentait fréquemment et encore plus longtemps, mais il avait poussé l'insolence et la provocation à ramener le poussin jusque dans la chambre. Il le posait à même le bureau et s'amusait à lui donner à manger. Le poussin était devenu un petit peu plus grand et avait perdu son duvet coloré de poussin. Il était doux et apprivoisé et était en voie de devenir un beau coquelet. Un jour, je ramenai avec moi des grains pour le nourrir. Y les prit et les jeta par la fenêtre. « Vous n'y connaissez rien au poussin, me lança-t-il en plein visage. En fait, vous n'y connaissez rien à rien. Il avait probablement peur que je lui empoisonne son petit animal chéri. De mon côté, en manière de revanche, je lui confisquai sa manette de jeu et allai même jusqu'à en informer sa mère. En outre, je ne lui permettais plus d'aller au WC ni où que ce soit. Un jour, qui était le 26e du Ramadan, Madame X entra dans la chambre. Elle semblait mécontente et me dit devant son fils. Y a eu mauvaise note en français dans la dernière évaluation. Je me demande pourquoi on vous paye. Y souriait, de ce sourire diabolique qui ne prenait même pas la peine de dissimuler. Je compris tout de suite. Madame, je vous assure que je fais mon possible. Je ne comprends pas comment Y a eu ces notes-là. Il répondait correctement à tous les exercices que je lui ai donnés. Et d'ailleurs, j'ai eu également connaissance, monsieur, que vous vous êtes livré à maintes occasions à des sévices corporels sur mon fils, continua la mère. Si ce n'avait été Ramadan, mon mari vous aurait montré de quoi il est capable. Elle était énervée, apparemment. Comme si elle pratiquait le Ramadan, elle, que je voyais à chaque fois avec une tasse de café et une cigarette. Quoi? Jamais, madame. Je vous promets que je n'ai jamais touché 1 millimètre de peau de votre fils. Je crois que ça sera votre dernier cours aujourd'hui. La bonne vous donnera votre enveloppe à la fin du cours. Et est sortie.
J'étais abasourdi. Je sentais une bouffée de chaleur intense enflammer mon visage. Une boule remontait de mon ventre et m'étranglait. Je ressentais un mélange de honte, de rage impuissante et de frustration. Une humiliation comme je n'en avais jamais connue. La pire de toutes les vexations. Je compris que cet enfant diabolique avait poussé la vengeance jusqu'à répondre faux dans ses évaluations pour me piéger et à mentir. À la fin du cours, Y sortit de la chambre pour aller se goinfrer comme le porc immonde et méchant qu'il était. Il serait inutile et superflu de dire qu'il ne m'avait même pas dit au revoir ni remercié, en laissant son coquelet. Grosse erreur. J'attendis encore quelques secondes. Je pris un élastique qui était sur le bureau et j'en ficelai le bec de l'animal et je le fourrai dans mon cartable. Et je sortis. Près de la porte, je trouvai la bonne, toujours avec son air de sorcière, une enveloppe à la main. Je la lui arrachai des mains. Ce fut la dernière personne de cette maison de fous psychopathes que je vis. J'avais l'air de ce personnage de conte, Jack et le haricot magique, s'enfuyant avec la poule aux œufs d'or de l'ogre. Sauf que ma poule à moi était un coquelet et qu'il ne pouvait pas pondre des œufs car c'était un mâle, encore moins des œufs en or. Le soir, chez moi, à la maison, ma mère nous prépara pour le dîner le couscous rituel, comme à chaque veille du 27e jour du Ramadan, la fameuse nuit sacrée. Dans le grand plat en terre trônait un petit poulet, un poulet qui s'appelait Ramadan. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser que le poussin de Y, qui était devenu un bon petit coquelet appétissant, s'appelait Ramadan. Honnêtement, je vais vous avouer que c'était le couscous le plus exquis que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Et voilà donc comment j'ai mangé Ramadan. Et je peux vous assurer que après toute cette aventure, pas un instant, je n'ai regretté ce que j'avais fait, ni souffert du syndrome de l'escalier, ni d'aucun autre syndrome.